Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses intéressantes, notamment pourquoi je pense que on n'est pas en fin de bull run. On n'est pas en début de bear market, mais pour moi, on est en fin de bear market. Vous allez voir que je vais étayer mes propos avec pas mal de signaux, pas mal de données d'accumulation, de distribution, des patterns. On va aller voir aussi on va dire les pères de la finance moderne, c'est-à-dire des gros traders des années 30, revenir un petit peu dans les bouquins, etc., faire un petit peu de chartisme. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo, encore une fois, dédiée à Bitcoin, mais comme on sait que c'est l'indicateur premier sur ce marché, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se baser sur Bitcoin en ce moment que d'aller voir des alts, etc. Néanmoins, vous avez des alts qui ont des très bons setups ici, donc continuez à appliquer éventuellement ma méthode pour les déceler et les trouver. Voilà, on passe tout de suite en partage d'écran. Je vous montre cette pattern cette chart sur laquelle je vais revenir à la fin, qui en fait essaye de montrer un petit peu l'accumulation-distribution. Néanmoins, j'ai besoin d'abord pour expliquer cette chart, de vous présenter pas mal de choses, un petit peu de données Glassnode, etc. Donc on reviendra dessus à la fin. Mais cette chart, comment dire, elle présente un transfert de valeur d'une certaine zone de prix à une autre, et je vais m'expliquer tout de suite en allant voir. On va commencer par tout ce qui est Elliott Wave, c'est-à-dire Ralph Nelson Elliott, donc trader des années 30, qui était obsédé par le nombre d'or, donc les Fibonacci, etc. C'est à lui qu'on doit ça, les ratios de Fibonacci, donc quelqu'un qui est encore utilisé plus de 80 ans plus tard. Alors comment expliquer ce qui se passe en ce moment? On voit que bon, on va pas rentrer sur vraiment comment dire les techniques d'Elliott, mais globalement pour faire quand même assez rapidement, avec Elliott, le marché va monter en 5 vagues dans une tendance haussière, hein, et puis ensuite il va retracer en 1, 2, 3 vagues, d'accord? Elliott utilise les ratios de Fibonacci pour calculer. En fait, à chaque fois qu'il retrouve ces patterns, vous savez que l'esprit humain adore avoir des patterns et conceptualiser les choses, voilà. Et donc Ralph Nelson Elliott a fait des statistiques à chaque fois qu'il a trouvé des montées en 5 vagues, et il a fait des statistiques pour savoir où aller, telle vague, etc. Est-ce que la 3 retrace 50% de la 1, etc. et tout ça. Et il est très souvent tombé sur le nombre d'or. Alors pourquoi ça? C'est relativement simple. On le retrouve d'ailleurs, le nombre d'or, assez souvent dans la nature, et il n'y a rien de mystique à ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que, un petit peu comme le 3,14, le 0,618, en fait, va permettre que les choses ne se chevauchent pas. C'est-à-dire, si je commence à tracer le début d'un cercle, par exemple pour un arbre avec une feuille, voilà, si je commence à mettre une feuille et tous les 0,618, je remets une feuille, étant donné que c'est un nombre qui ne peut pas se diviser, donc qui a un nombre après la virgule qui est infini et qui ne peut pas se diviser, et ben du coup, les feuilles ne se chevauchent pas, donc elles prennent plus de soleil. C'est-à-dire, vous comprenez cette idée de répartition. Et en fait, le nombre d'or, ici, pour nous, qu'est-ce que ça sous-entend dans la répartition? Je vais pas rentrer un petit peu là dans le mystique, encore une fois, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que tous ces creux de volume là, ici, tous les gaps, tout ce qu'on a comme zones de business qui n'ont pas été faites, le marché adore aller faire du business dans les zones de business qui n'ont pas été faites encore, qui n'ont pas été comblées. D'accord? Donc en fait, le 0,618, naturellement, vient permettre ça, et c'est pour ça qu'on le retrouve assez souvent avec les 1.618, 2.618, etc. Je passe là-dessus assez rapidement, mais néanmoins, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'on est dans une correction en flat. Donc c'est la vague, la correction ici en 3 vagues que vous voyez en vert. Alors effectivement, elle est beaucoup moins, c'est pas une zigzag comme celle-ci. Celle-ci est très propre, et vous voyez que ça a plus l'air d'une correction baissière. Là, c'est un petit peu bizarre et contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'elle monte, hein, cette correction. Néanmoins, ça existe, ça s'appelle une flat. Théoriquement, une flat normale devrait être plutôt comme ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un range. Et voilà, et en fait, vous avez le même niveau ici que le niveau de départ et le même niveau en bas. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent, ça s'appelle une flat régulière. Là, ici, on est dans ce qui s'appelle plutôt une running flat. Running flat, c'est-à-dire qu'on redépasse le plus haut précédent, même dans une correction, c'est totalement possible. On redépasse le plus haut précédent, et puis ensuite, on retrace, on redescend. Alors, une running flat, elle a quoi comme objectif? Elle a les 61,8 qui sont l'objectif que vous voyez ici à gauche qui a été dépassé aux 47 225 $.
Elle a un objectif qui peut être aussi de 100% au 33 792 $. Et si c'est une autre structure, c'est-à-dire une flat étendue, c'est-à-dire que là, on redépasse plutôt la racine du bas, à ce moment-là, on peut aller au 123 et au 161,8. Donc ici, ça nous donnerait 24 000 $ et 11 900 $. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, cette flat, elle doit se construire en 3, 3 et 5. Et là, on voit que c'est plutôt propre, hein, effectivement. Ici, on a bien 3 vagues, là, qui viennent ici. Vous voyez, c'est les ABC en rouge. Ici, on a bien 3 vagues aussi. Donc ça, là-dessus, on est bon. Et ici, on pourrait trouver tout à fait 5 vagues, d'accord? Peut-être que la cinquième n'est pas finie. Ces objectifs-là que je donne, là, ici, on n'est pas obligé de tomber pile poil dessus, hein. Ici, c'est un niveau minimum. On pourrait très bien s'arrêter ici entre les 61,8 et les 100%. Néanmoins, on va étudier la sous-structure pour essayer d'aller voir où elle pourrait s'arrêter. Et pour ça, on a des Fibonacci de retracement. Donc là, j'ai vérifié. Si vous voulez, on le fait en direct pour la même méthode, mais j'espère vraiment qu'on va pas avoir une vidéo trop longue pour cette fois. En fait, en gros, si vous voulez, vous calculez ici, tac, que vous êtes bien entre les 50 et les 61,8 pour la 2, donc là, c'est le cas. Et ici, vous calculez la totalité du retracement de la vague 3, que vous êtes bien à 30, entre 38,5 et 50. Et là, vous êtes dans un cas tout à fait de vague régulière. En l'occurrence, là, la 3 est très puissante, puisqu'elle fait 3,618, donc c'est beaucoup. En général, on est plutôt à 1,618, 2,618. Là, on va chercher les 3,618. Pourquoi pas, c'est des mouvements très puissants, mais ça existe, voilà, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on a dépassé les 61,8. Est-ce qu'on va aller chercher les 100%? Peut-être. On aurait ici une grosse convergence, en Elliott en tout cas, entre les niveaux que doit faire la 5, qui peut être de 161,8, donc le niveau actuel, hein, vous voyez qu'on est à peu près au 41 200 ici, donc la 5 pourrait tout à fait être complétée ici, et on a aussi quand même une confluence entre deux objectifs, l'objectif de la ABC et l'objectif de la 5, ici au 35 000, donc à garder dans un coin de la tête que, en Elliott, le prix pourrait aller à 34 500 $. Néanmoins, on va quand même garder ici, en Elliott, ce premier objectif en tête. Pourquoi? Parce que moi, j'accorde beaucoup de crédit à cette grosse zone de volume que vous voyez ici. Là, on a quand même énormément de business qui a été fait. Et en fait, c'est grâce à ça, et c'est peut-être dans l'idée, cette espèce de range de cet été, le fait qu'il y ait eu beaucoup de business qui a été fait dans cette zone-là, plus cette espèce de range là, je crois que c'était en janvier-février, voilà. Donc là, on a deux fois où il y a déjà pas mal de monde qui a posé des ordres, qui a vendu, qui a racheté, etc. Donc, le marché va pas nécessairement aimer revenir dans cette zone-là. Voilà, ça c'est une première idée en termes de volume profile. Et je vous savez que j'ai mis cette grosse barre rouge ici qui va potentiellement, en tout cas, arrêter le prix. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Encore une fois, faites-vous votre propre idée. Mais moi, c'est mon avis. Maintenant, on va regarder Wyckoff. Alors, qu'est-ce que c'est que Wyckoff? Wyckoff, c'est tout simplement des patterns d'accumulation. C'est-à-dire que Wyckoff nous dit les grosses mains vont, au travers des patterns d'accumulation et de distribution, comment, je ne vais pas utiliser un gros mot, vont prendre de l'argent aux petites mains qui sont les mains faibles. Voilà, le trader informé ou le trader qui n'est pas informé, le trader trop agressif. Voilà, les traders trop agressifs se font toujours rects. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a et ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai fait une vidéo spécifique vraiment sur Wyckoff, mais là j'ai mis à jour un petit peu la pattern en fonction de ce qui s'est passé hier. Alors là, on est sur les perps, hein, donc du coup cette mèche-là, elle n'est pas vraiment suffisante par rapport à ce qui s'est réellement passé, mais c'est pas grave, c'est pas le problème, on a un second test qui est tout à fait valide. Donc en phase A, on a un selling climax, ensuite un automatique rallye, c'est-à-dire le prix remonte, au moment où l'apogée de la vente s'est faite, il n'y a plus d'offres en fait disponibles, il y a plus d'offres disponibles, oui c'est ça. Donc il y a énormément de demandes, tout d'un coup le prix remonte automatiquement, c'est un automatique rallye. Ensuite on va rechercher, on peut aller rechercher un petit premier secondary test, donc un second test en phase A. Là on a passé la phase A et ici vous voyez qu'on est au début de la phase B, ici là. Donc sur la pattern que j'ai mis en haut, on est au début de la phase B. Donc là le prix redescend et il vient retester le selling climax, c'est tout à fait normal. Il peut aller très légèrement en dessous. Comme il peut s'arrêter légèrement au-dessus, hein, là où on en est là, ça serait possible. Là, on est au 42 700.
Moi, j'aurais tendance à dire que on va plutôt aller au 41 000 quelque chose, voire au 39, mais en tout cas, c'est pas un problème. On n'est pas dans quelque chose. Enfin, cette pattern d'accumulation, elle est très propre, vraiment par rapport à ce qu'il est en train de se passer. Après, juste pour la méthodologie, vous voyez qu'on se rebalade dans le range là ici, hein, en Wyckoff. Ensuite, on a un dernier point de support ici, donc on revient tester le milieu de range ou un point de contrôle, etc. Donc là, il faudrait, à mon avis, il pourrait se trouver ici, là où on a déjà eu pas mal de business là, donc la zone des 45-46, ou alors entre la zone des 41-46 et le bas du range. Là, c'est ce que j'ai mis ici. Et puis après, on commence à petit, dans dans le range, à l'intérieur du range, lancer une tendance haussière. Et ensuite, on casse donc le haut du range. Ça s'appelle le signal of strength. Donc là, tout le monde a l'impression qu'on a sauté par-dessus le ruisseau. C'est d'ailleurs le terme qu'utilise Wyckoff. Et puis là, en fait, on fait un backup to the creek, c'est-à-dire qu'on ressaute le ruisseau dans le sens inverse. On revient faire peur un petit peu à tout le monde, histoire de faire sortir tous ceux qui étaient un peu trop enthousiastes à ce niveau-là. Et puis après, on repart dans une tendance haussière, puisque toute l'offre a été aspirée par les baleines, les long-term holders, les gens qui ont les épaules pour aspirer cette offre et pour faire repartir le prix. Donc la demande est supérieure à l'offre. Tous ceux qui pensaient que ça allait aller plus bas sont obligés de racheter au-dessus. Tous ceux qui avaient shorté se font rect sur la montée. Tous ceux qui avaient shorté le haut du range ici, shorté en levier, hein, j'entends, ou shorté même parce qu'ils sont obligés de clôturer leur position, mais shorté en levier ou shorté, se font rect aussi parce qu'on sort du range. Tous ceux-là qui étaient sûrs qu'on redescendait en bas du range, enfin, on prend tout le monde, hein, on prend tout le monde en même temps, et ce faisant, en fait, on a accumulé au bon prix le maximum d'offres. J'espère que la vidéo est pas trop longue, on est à 11 minutes, on va continuer d'avancer, et en fait, pour étayer mes propos et ensuite revenir sur la première charte que je vous ai montrée, donc là, vous voyez que moi, dans un premier temps, mon idée, c'est que on ne repasse pas. Ben, en fait, voilà, je vous expliquerai plutôt sur la dernière charte exactement ce qui se passe, donc restez bien jusqu'à la fin. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, et puis voilà, nous soutenir la chaîne qui est très jeune et qui, je pense, propose des contenus un petit peu intéressants avec comment dire, ce qu'il faut comme référence. Là, on est sur du Glassnode. Glassnode, vous savez que c'est des données on-chain, c'est-à-dire que Glassnode a des algorithmes qui étudient les informations on-chain, c'est-à-dire ils ont connaissance de quels sont les plus vieux portefeuilles, quels sont les bitcoins, puisque vous savez qu'on a un gros avantage par rapport aux actions sur la blockchain, c'est que tout est écrit dans la blockchain, donc il suffit d'analyser les 400 gigas de blockchain, enfin comment dire, des nodes, si vous avez un node sur Bitcoin par exemple, vous pouvez totalement analyser tout ce qui se passe sur le prix et vous pouvez avoir l'âge des coins et à quel moment ils sont dépensés, etc. Là, on est sur la supply, donc l'offre qui est détenue par les long-term holders. On va appeler ça les mains fortes, c'est-à-dire c'est les gens qui ont des bitcoins depuis plus de 5 mois, d'accord? On voit que pendant cette première hausse de l'année, donc depuis janvier, bon après, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé aussi entre octobre et décembre, mais depuis janvier, en fait, il y a eu une distribution. Les long-term holders se sont déchargés de leur Bitcoin, et c'est normal, puisqu'ils avaient acheté à peu près 5 mois avant. Un moment où le prix était vraiment cool, notamment par exemple pendant le confinement, etc. En mars 2020, on avait du Bitcoin à 3200 $. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ces gens-là commencent à prendre profit, etc. Donc pendant cette montée-là, dès le début, hein, vraiment assez rapidement, ces gens-là ont pris des profits et c'est normal. Donc cette courbe-là, elle descend, d'accord? Et ici, à peu près vers le top, tout de suite, vous voyez qu'on recommence à accumuler. Les gens ne vendent plus les bitcoins qu'ils ont achetés il y a plus de 5 mois, ou alors, à l'inverse, on recommence une accumulation qui veut dire que les long-term holders rachètent les gens qui gardent leur bitcoin pendant longtemps rachètent des bitcoins. Donc ici au top, on commence à racheter. Donc là, on commence une période d'accumulation, hein, et vous voyez qu'on n'était même pas au top ici. Ici, on a eu beaucoup de prises de profit à l'inverse des short-term holders, et c'est normal aussi, puisque ils avaient acheté moins de 5 mois avant, ils voient que le prix commence un petit peu à se retourner ici, et donc ce sont les short-term holders ici qui ont fait ce dip, qui ont fait le prix là, vous voyez. Et à l'inverse, ces short-term holders ont revendu aux long-term holders. Donc là, vous voyez qu'ici, même sur la dernière accumulation là, qui se trouve entre juillet dernier et le dernier ATH qu'on a fait en date, qui était, je pense, en début novembre, je crois.
Octobre peut-être même, hein. Ouais, octobre, c'est ça? Ouais, novembre, septembre, novembre, non, c'était en novembre, voilà. Et ben, à partir de là, ils ont continué à cumuler. Et là, on pourrait s'attendre à ce que il y ait quand même une sacrée distribution parce qu'ils peuvent avoir peur, ces gens-là. Ces gens qui ont des bitcoins depuis plus de 5 mois peuvent avoir peur. Néanmoins, on a une perte que de 1,11% de leur offre. Donc, entre en mars 2021, ici, là, au plus bas, ces gens-là, les long-term holders, avaient 11 millions de bitcoins et il y a eu une augmentation de leur hold de plus 22%. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah ça, c'est les coins qui sont vieux de plus de 1 an, donc on est sur du très long-term holders, on va dire. Bah là, vous voyez que ça, c'était 2017, et là, on a eu un gros creux. 2017, on a eu un gros creux et c'est normal, c'est-à-dire que ces gens-là, là, ils ont distribué, ils ont vendu leurs coins, d'accord? Et puis sur la descente, ils ont réaccumulé et c'est tout à fait normal. Ensuite, pendant tout le bear market, ce qu'on a appelé le bear market, encore que pour moi, là, ici, c'était quasiment, donc 2019, c'était quasiment un mini bull market, mais voilà. Légère ici, vente, bien entendu, comment dire, des très long term holders. Et puis, ici, vous voyez que ça distribue sur toute cette montée-là, ici, là. Là, on parle donc des bitcoins qui sont vieux de plus de 1 an. Et il y a beaucoup qui ont vendu sur septembre. Vous vous rappelez, en septembre, on avait eu un petit dip d'une vingtaine de pourcents. Et ça commence à vendre à partir de septembre sur toute la montée. Ça commence à vendre, ça commence à vendre. Bien entendu, ça vend jusqu'à cet été. Donc là, on est sur les coins de 1 an. Hein. Vous comprenez bien que c'est pas pareil que les coins qui ont 5 mois. C'est une donnée qui est plus puissante. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis cette cuvette-là? On voit une réaccumulation. Vous voyez que ici, typique d'un bear market, réaccumulation, d'accord? Ici, typique d'un bear market, réaccumulation. Bear market beaucoup plus court, il est possible qu'on latéralise là ici pendant un certain temps. Vous voyez que ici, et l'histoire rime, mais elle ne se répète pas, mais vous voyez bien que ici, eh ben, pour revenir à la TH, je sais pas, on a mis 2 ou 3 ans. Néanmoins, pour moi, c'est pas ce qui est en train de se passer parce que là, cette remontée, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on a eu ici en fait. C'est-à-dire que on est déjà tout de suite presque dans ce truc-là. Voilà, pour moi, donc c'est pour ça que vous voyez que j'étaye mes propos. Hein. Pour moi, on est en fin de bear market. Tout ce qu'on a fait depuis avril 2021 était du bear market et on est en fin de bear market. C'est une correction beaucoup plus douce que ce qu'on a pu avoir par le passé, mais c'est ce que je vois, moi, sur les données. Ensuite, ici, on continue, c'est ça simplement l'offre illiquide. Alors, l'offre illiquide, c'est ce qui va avoir les bitcoins qui ont bougé depuis très, très, très peu de temps, qui sont vraiment holdés aussi, qui ne sont pas sur les exchanges, et qui sont aussi holdés par des gens qui ont l'habitude de holder. C'est-à-dire que Glassnode, c'est que tel ou tel ou tel portefeuille a plutôt l'habitude d'envoyer ses bitcoins sur un cold storage et de les holder. Et là, à partir de là, ils ont remarqué que en fait depuis le dip là ici jusqu'à maintenant, donc cette espèce de dip qu'on vient de faire, et là on est allé encore plus bas, hein, dites-vous bien que là maintenant on est plutôt ici, l'offre liquide a augmenté. Et là il y a une grosse divergence entre le prix et l'offre. Vous voyez, généralement ça suit plutôt les choses, et ici elle a mais skyrocketé. Je parle pas d'augmenter simplement, vous voyez la différence là ici. On est d'accord? Et là on est à la date d'aujourd'hui, sauf qu'il nous manque bien entendu la dernière mèche. Mais ça, c'est des signaux qui normalement ne doivent pas tromper pour savoir où en est le prix. Et je vais, du coup, on est à 18 minutes, donc je pense qu'on va tenir en 25 minutes, si je suis pas trop blabla sur la dernière charte que je voudrais vous montrer. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Donc du coup, ici, qu'est-ce que j'entends par là en fait et pourquoi j'étaye mes propos avant de vous montrer cette charte que j'ai préparée hier. D'ailleurs, ça prend du temps ce genre de choses, hein, donc vraiment n'hésitez pas à mettre un like et voilà, à soutenir ce genre d'initiative, c'est gratuit et ça prend du temps à préparer, etc. Donc voilà, moi je pourrais simplement juste trader, mais je vous offre aussi de l'expérience et puis du contenu, j'espère en tout cas intéressant. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que vous avez vu que je vous expliquais que ici, là, on a eu une accumulation, alors ça va bien avant, hein, bien entendu, par les long-term holders, donc les gens qu'on va appeler les mains fortes, d'accord? Les mains fortes ici ont accumulé. Ils ont commencé à vendre quasiment ici à partir de novembre pour les plus long-term holders, c'est-à-dire les plus de 1 an ont commencé à vendre très tôt. C'est pour ça que j'ai mis ce cercle rouge là qui est un cercle de distribution.
Et on a fait un premier top en janvier, et là on était totalement, pour le coup, en période de distribution. C'est pour ça que le prix corrige fortement ici en janvier. C'est-à-dire que les long-term holders commencent à prendre profit, et c'est normal. Il faut s'imaginer, quand vous êtes ici, vous prenez 5 mois en avant, donc le moment où potentiellement les derniers bitcoins ont été achetés, le bitcoin était à 3200 $. Vous prenez ici 5 mois avant, ces personnes-là, pour les derniers en tout cas, avaient acheté du bitcoin voilà, autour des 9000 $. C'est normal à x2, pardon, excusez-moi, à x4 ici, de prendre des profits. Hein. Donc, totalement normal, aucun problème avec ça. Ici, vous vous rappelez que là, on est en septembre, et je vous avais dit aussi, on pourrait même d'ailleurs faire comme ça, et dire que ici, il y a également eu une phase de distribution par comment dire, les long-term holders plus de 1 an, donc les très long-term holders. Donc à partir de là, donc je vous dis, on corrige, ensuite le prix remonte, et tout ça jusqu'à l'ATH. C'est une énorme distribution. Donc ici, en fait, les bitcoins changent de main. Ils changent de main et ils passent des long-term holders, bien entendu, et c'est normal puisque c'est l'inverse, à des short-term holders. C'est les gens qui achètent leurs bitcoins sont des gens qui vont être des personnes qui les ont depuis moins de 5 mois. Les mains faibles, d'accord à partir de là, les short-term holders, alors c'est pas une distribution. Imaginez que vous êtes un short-term holders et vous avez acheté par exemple ici à 40 000, d'accord. Eh bien, vous allez potentiellement ici, au moment où ça dip, vendre. Là, vous avez fait un joli profit, vous êtes en profit de... Donc, il y a aussi énormément ici, c'est ça que je veux dire, les short-term holders ont commencé à faire le prix. Ce sont eux qui ont fait le prix. Les long-term holders ont arrêté de distribuer. Et ici, quand les short-term holders ont fait le prix, on était sur un prix qui était totalement drivé par les liquidités des bitcoins à court terme. C'est-à-dire des bitcoins qui sont bien plus spéculatifs. D'où ce gros dip là, mais finalement les long-term holders ont dit bah moi ça me va, c'est bon, c'est pas grave, je suis tranquille, je sais que j'ai pas besoin demain de vendre du bitcoin pour payer ma baraque, mon truc, mon machin, je vais en réaccumuler ici. Donc là il y a eu bien entendu, et vous l'avez vu et je vous l'ai montré sur les courbes Glassnode, que ici en fait on était dans un moment où les short-term holders étaient en train de vendre. Et là, ça s'est remis un petit peu plus tard, mais bon, c'est pas grave, ça s'est remis à accumuler. La forte accumulation, et puis là, en fait, ça s'arrête pas. Voilà. L'accumulation des long-term holders, elle n'arrête pas. Alors que théoriquement, il y a un moment donné où ils auraient dû beaucoup plus distribuer sur cette phase-là, d'accord? Donc, je continue mes propos là-dessus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a vendu aux short-term holders, et ici, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui étaient sous l'eau, et ils ont revendu ici, les short-term holders, sur cette montée là. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont dit, ah ben mince, il y a beaucoup de gens ici qui ont acheté le premier arrêt notamment, qui ont acheté cette continuation de tendance ici, qui se sont retrouvés sous l'eau ici. Certains, les mains trop faibles, ont vendu à perte. Et les mains les plus fortes ont vendu ici, au moment où ils récupéraient leur thune, là. Vous comprenez? Donc ils ont vendu ici, et ça a donné aussi cette petite baisse de prix. Ça n'est pas un mouvement des baleines, ça n'est pas un mouvement qui a été initié par des gros portefeuilles, ou en tout cas ça a été initié par des gros portefeuilles court terme, ok? Et là, je vous l'ai montré sur les données Glassnode, encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous montrer les données Glassnode avant tout ça. Ici, il n'y a pas eu de distribution. Il n'y a eu aucune distribution sur cette montée-là, alors que vous voyez qu'elle est à peu près équivalente à celle-ci, hein. Vous comprenez? Ici, il n'y a pas eu de distribution par les long-term holders. Les mains fortes n'ont pas distribué ici, ils ont accumulé, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a eu en fait en réalité? Et c'est ce que je mets ici, hein, un an après, en fait, on est au même prix qu'un an avant, ok? Là. Mais les BTC ont changé de main. Ils sont passés des mains fortes, des mains fortes aux mains faibles, puis des mains faibles aux mains fortes, d'accord? Donc en fait, il y a eu deux transferts de valeur ici. À la fois un transfert de valeur, bien sûr, dans le temps, mais le prix est le même hein, qu'il y a un an. On est exactement au prix de janvier, là. Hein. On y est quasiment dans 2 minutes. Hein. Donc l'idée ici, et ce qu'il faut comprendre, et c'est comme ça qu'il faut analyser les choses, c'est que tout ça est également une pattern de Wyckoff. D'accord? Tout ça est un mini bear market et on en arrive à la fin. Alors vous dire que le prix peut faire ça, tout à fait, et ensuite se reprendre, bien entendu. D'ailleurs, on serait sur un second test de Wyckoff en phase B. Donc ça voudrait dire que pendant assez longtemps, on resterait coincé dans cette pattern. Si jamais, et c'est pour ça que je vous ai montré la running flat en Elliott, on repart tout de suite,
super W, là, imaginez, là, ici, quand on casse les 60, le nouvel ATH, regardez le W qu'on a. C'est un W qui est mensuel, qui est énorme, mais énorme. Vous le voyez en mensuel, je pense. Vous le voyez en weekly, en tout cas, il est énorme. La pattern serait vraiment énorme et très, 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 très bullish. Le marché ne monte jamais en ligne droite, et surtout, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, il y a eu un transfert de valeur. Les baleines, tout ce qu'elles avaient ici avalé ici en plancton, ici elles l'ont recraché, voilà. Donc elles ont recréé des petits planctons. Et puis ici, à l'intérieur de ça, on est encore en train d'avaler du plancton. D'accord? Donc à partir de là, c'est quoi? Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. C'est que ici, là, donc au moment où les short-term holders ont fait le prix, ici, là, vraiment, où ils ont vendu, parce qu'ils ont repris les profits qu'ils avaient attaqués ici, à peu près à hauteur du premier arrêt qu'on avait fait là, les baleines ont stoppé le prix, là. Je sais pas si vous voyez, mais ici, on aurait pu avoir une baisse beaucoup plus forte, mais là, il y a eu vraiment un stop qui a été dit par les baleines, parce qu'ils ont refusé de rentrer dans cette zone de transfert de valeur initiale qui était là. D'accord? Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette énorme, parce que là, en fait, sur le volume profile, ici, on a quand même, là, ça paraît pas énorme, mais on a quand même un beau dodan. Eh ben, on a refusé de re-rentrer dans cette zone une première fois. Donc, un mauvais signal serait qu'on accepte d'y rentrer cette fois-ci. Ça veut dire que les baleines ont capitulé, ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande et qu'on re-rentre à l'intérieur de ça. Pour moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va repartir à partir de là. C'est mon scénario, en tout cas, le plus privilégié. Vous savez qu'un trader a juste besoin d'avoir raison 6 fois sur 10 et ça suffit, en fait, pour gagner de l'argent. Mais là, et je vous ai montré mes propos et je vous ai expliqué pourquoi, on n'ira pas dans cette zone où les baleines ont déjà accepté de vendre une première fois, et pour vraiment beaucoup, et ont déjà accepté de racheter une deuxième fois. D'accord? Aller dans cette zone, je ne pense pas qu'on y retournera. Et là, il y aura un mécanisme de défense du prix qui va se faire, qui va être naturel. Alors, il y aura peut-être, parce qu'il faut que je nuance, parce que je suis des fois un petit peu trop... à mon sens, je pense il est probable qu'il y ait un mouvement de défense du prix ici. Qu'est-ce qui serait pas très joli? Casser ce niveau-là, d'accord? Mais sortir de là. Et à la fois, c'est un petit peu la pattern qu'on a faite ici cet été, hein, vous voyez. Ici, en fait, on disait, ah bah c'est bon, on cassera pas ce niveau-là, d'accord? Tout le monde s'accrochait à ce niveau-là, et en fait, on l'a pété une fois, tout le monde a flippé, là, il y a eu une vraie capitulation, et puis en fait, après, on est remonté. C'est pareil, au début, je me rappelle, quand on était dans cette baisse-là, tout le monde disait, c'est bon, le premier arrêt tient, le premier arrêt tient. Le moment où le premier arrêt casse, donc les 0,38,2, hein, si je voudrais vraiment pas faire une vidéo trop longue, mais je vais quand même vous montrer ça. Voilà. Ici, tout le moment où tout le monde disait le premier arrêt va... Bah oui, le premier arrêt, il est là au transfert de valeur, effectivement. Le premier arrêt va tenir, le premier arrêt va tenir. Ici, là, ce point-là va nous offrir une résistance. Là, pendant la chute là qu'on a eue cet été, bah, en fait, au moment où on l'a dépassé, hop, ça continue, bam, ça y va direct. Et ça, vous voyez, le selling climax, là, il a été vraiment violent. On est descendu très très vite aux 28 000 $. On était aux 30 000. Et puis après, le secondary test a été plus bas que le précédent, donc ce que je vous expliquais aussi en wake-off. Et puis après, on a eu un premier point de support qui en fait s'est fait sur le bas du range, là en l'occurrence. Et après, bop, on s'extrait, mais très rapidement vers le haut. Donc à mon avis, cette pattern-là de cet été est globalement en train de se reproduire. Donc ici, c'est de l'accumulation. Ici, c'est de l'accumulation. Et ici, c'est de l'accumulation. D'accord? Il y a eu un transfert de valeur, vous voyez, je l'ai dessiné en Bitcoin ici, en fait, de ici à ici. Donc maintenant, le marché va évoluer entre ces deux bornes. D'accord? Il est possible que j'ai tort, il est possible qu'on descende, en dessous. Tout ça est possible, le marché nous le dira, et je ne veux pas vous dire, voilà, je vous donne mon point de vue, et puis vous en faites ce que vous voulez à partir du moment où vous continuez à rechercher un petit peu dans ce sens, de manière à voir si effectivement on est dans ces signaux-là. Tout ça pour dire après, et ça pour moi, ça sera la conclusion de cette vidéo, et c'est quelque chose de vraiment très important, que en fait,
Il faut suivre le cours du Bitcoin pour accumuler, distribuer quand il faut, suivre en fait ces gros mouvements et suivre les données on-chain, etc. Mais ne regardez pas vos PNL, c'est-à-dire ne regardez pas trop, en tout cas, la valeur de votre portefeuille aujourd'hui, parce que les gens qui ici rachètent, etc., vous vous doutez bien que c'est des fortunes. Et ils ont eux aussi perdu des fortunes quand en PNL, en profit non réalisé, en profit and loss, à partir du moment où vous n'avez pas vendu. Théoriquement, vous êtes pas trop censé regarder ça parce qu'en fait, psychologiquement, ça va vous donner un biais, alors que ce que vous avez dans les mains, c'est de la valeur future. Donc, oui, suivez le prix et dites-vous, ah putain, là ouais, si BTC là il est à 43 000, 41 000, ouah, ça veut dire que mon portefeuille il a dû prendre une sacrée tarte. Mais n'allez pas trop voir où ça en est parce que sinon ça va vous donner un biais psychologique que normalement vous devriez pas avoir. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore Voilà, bon bah après, regardez la vidéo d'hier si vous voulez voir l'appréciation chartiste de tout ça. On est déjà à 29 minutes, donc je passerai là-dessus. En gros, quand même, hier en chartisme, je vous ai montré avant qu'elle casse, alors juste avant qu'elle casse pour le coup, puisque la vidéo d'hier, elle était en direct live, ça a cassé. Cette épaule tête épaule qui a cassé et on a une target ici là-dessus de 41 500 qui se produirait à 70%, qui serait pas mal parce qu'on viendrait chasser les stops là en dessous de ça. Et à 63%, on pourrait aller aux 40 400. Donc là, on a voilà, des targets possibles avec comment dire, les probabilités que ça arrive. Deuxième chose, et ça sera la dernière, je pense, en attendant, attention à cette potentielle aussi épaule, tête, épaule ici. Alors, il faudrait bien trouver la ligne de tendance. En gros, je vais peut-être la prendre comme ça, voilà. Pop, 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 pop. Ouais. Potentiel grosse épaule tête-épaule ici, qui est comme ça, et comme ça. D'accord? Là, si ça casse trop violemment, si vraiment on la casse fort, si vraiment on la casse, c'est pas très bon parce que, bien évidemment, vous savez que là, on est sur de la très très grosse pattern, à savoir une target de ouais, 15 000 $. Voilà. Donc attention à ça, à surveiller. Alors les figures Charty sont pas nécessairement obligées de casser comme elles doivent casser. Enfin, je veux dire comme les stats. Ici, je crois que c'est 60, donc c'est 63% le fait d'atteindre cet objectif-là. Et par contre, on a des bonnes chances de sortie baissière. C'est-à-dire que si on casse ici, on a des bonnes chances de sortie baissière. Encore une fois, là quand je reviens moi sur le prix, j'accorde quand même pas mal de puissance à en fait ces deux zones, ces deux grosses zones de business là, qui pour moi seraient censées venir protéger le prix là ici. Donc du coup, un bottom max ici sur cette charge là en particulier au 40 000. Ici vous voyez la grosse bande rouge, c'est le premier arrêt, donc les 0,382. C'est quelque chose, il ne faudrait pas qu'on passe trop de temps dessous. Ça serait un bon signal que rapidement on recasse ce premier arrêt là, parce que sinon on va s'installer comment dire, dans un range, dans ce creux de volume là pendant assez longtemps. Donc voilà, ça serait pas génial. Si vous voulez que là on est vraiment qu'on commence à passer du temps. Encore que j'ai l'impression là qu'on est quand même parti pour ça, puisque le automatic rally là sur cette mèche là, on n'a pas fait tout de suite un automatic rally qui est reparti. Au contraire, c'est quelque chose qui va se passer dans le temps et qui va. Donc là, on est quand même parti puisque je vous avais évoqué cette possibilité de faire une mèche très rapide, juste une chasse au stop et on repart. Là, on est quand même parti pour un trimestre un petit peu dégueulasse, mais quand même à savoir que ici, on a un rapport d'inflation qui sort et une pleine lune. Si vous voulez voir un petit peu ma théorie sur les pleines lunes, etc. Alors, vous allez me prendre pour un ouf, mais simplement, moi, quand j'affiche la charte, je vois que au moment des pleines lunes, le prix monte et au moment des nouvelles lunes, le prix descend. Voilà, donc c'est quelque chose que je catégorise comme étant un indicateur, un catalyseur qui, quand il y a la pleine lune, le prix monte, et quand il y a la nouvelle lune, le prix descend. Catalyseur auquel je donne, alors je les ai toutes comptées depuis un bout de temps, et je lui donne un crédit, en tout cas comme un catalyseur, hein, je ne dis pas que c'est un déclencheur, comme un catalyseur, je lui donne un crédit autour de 70-80%, donc je me fiche de l'aspect rationnel des choses ou pas, je le comptabilise, enfin je l'intègre dans mon analyse, voilà. Donc du coup, on a un rapport d'inflation et une pleine lune entre le 12 et le 17 janvier, donc là on devrait avoir un sacré petit rebond.
qui d'ailleurs nous donnerait bien cette idée qu'on est vraiment en accumulation de Wyckoff, puisqu'on remonterait un petit peu plus, en tout cas vers le haut du range. Alors quand je dis sacré rebond, ça peut très bien s'arrêter au 46 ici et faire ça, et puis ensuite continuer à ranger dans le bas, ou ça peut très bien aussi carrément venir tout éclater et ensuite se faire rejeter ici. On a besoin en tout cas d'un premier faux rallye et d'un premier rejet, et ensuite on repartira éventuellement, en tout cas en Wyckoff en général, ça se passe comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vidéo qui va faire 33 minutes, je suis vraiment désolé. J'essaye de garder de faire des formats de 20 minutes, mais j'y arrive pas, j'ai trop de choses à dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si c'est le cas. Et puis voilà, j'étais vraiment très content de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à liker également si ça vous a plu. Il y a aussi un Twitter et un groupe Facebook. Je suis en train de monter un Discord aussi pour éventuellement pouvoir discuter ensemble plus facilement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et merci. À très bientôt. Ciao.